sens, les formes symboliques elles-mêmes sont la forme symbolique de l'époque de Panofsky comme de la nôtre, car il est hors de doute que, alors qu'autrefois les théoriciens voyaient partout de la continuité, nous voyons partout de la discontinuité. Il suffit de penser à l'histoire de la science telle que la voit Thomas Kuhn, c'est-à-dire comme une succession de paradigmes dont chacun génère un style différent de science normale, ou à l'archéologie du savoir pratiquée par Foucault, d'après laquelle il existe des incommensurabilités si profondes entre la manière dont nous voyons les choses et celle dont les voyaient les époques précédentes, que toute possibilité de vérité s'évanouit, ne laissant place qu'à la domination et au pouvoir. Même la théorie de l'évolution présente actuellement cette structure, alors qu'autrefois, lorsqu'il y avait des discontinuités dans les témoignages fossiles, les scientifiques disaient que les témoignages étaient incomplets et cherchaient ce qu'on appelait les chaînons manquants. Les nouveaux évolutionnistes disent au contraire que les témoignages sont complets et que c'est l'évolution qui est discontinue. La théorie de l'équilibre à ponctuation, théorie discontinuiste de l'évolution défendue notamment par Stephen Jay Gould. La théorie de l'équilibre à ponctuation représente l'évolution comme une sorte de séquence de secousses catastrophiques, de passage abrupt à un autre niveau, après quoi il n'y a plus de changement notable jusqu'à la prochaine secousse. Et de même que la perspective pourrait être à la fois une description exacte des processus optiques et une forme symbolique, et les formes symboliques pourraient être à la fois des formes symboliques et la manière dont l'histoire se meut effectivement. Pour autant qu'il y a de la continuité, nous nous trouvons dans une période d'équilibre. Mais il n'y a pas de continuité entre les noyaux des différentes périodes et cultures qui possèdent chacune son propre ensemble de formes symboliques. L'iconologie conçue comme la recherche des iconogènes est une méthode qui relève de ce que j'ai appelé ailleurs l'interprétation profonde, c'est-à-dire la forme d'interprétation qui cherche des structures censées être sous-jacentes aux surfaces de la culture, structures exprimées par les diverses formes symboliques. On peut concevoir que toutes les pratiques humaines qui sont sous l'emprise d'une telle structure sont ces formes symboliques. Lorsque la structure change, tout change. Et ces changements profonds sont réfléchis à la surface de l'histoire de l'art sous la forme de divisions intuitives entre périodes stylistiques, le maniérisme, le baroque et ainsi de suite. Notons ici que si ce modèle de l'histoire de l'art est en quoi que ce soit correct, l'art lui-même est trop épiphénoménal pour pouvoir être un facteur majeur de changement évolutionnaire. Ce qui signifie qu'il n'est guère plus en faveur de la thèse de Mendel, qui ne l'est, le modèle familier, qui considère l'histoire de l'art comme une progression fondée sur l'antériorité des structures de la perception. Cela est dû au fait qu'en tant que forme symbolique, l'art fait partie de la surface, plutôt que des structures internes profondes qu'il exprime, ou pour utiliser le vocabulaire de Schopenhauer, dont il est une objectivation. Quel qu'ait pu être le noyau de l'époque médiévale, il était objectivé par la philosophie et la sémiotique de la stratification sociale, tout autant que par l'architecture et pour autant que je sache, les systèmes de taxinomie et l'astrologie. Il se peut que la perspective ait été une forme symbolique de la Renaissance, mais il est possible que le costume, l'urbanisme et peut-être certaines conceptions de l'histoire du genre de celle de Vasari aient été aussi, en ait été aussi. L'art d'une culture fait donc peut-être partie des manières dont cette culture représente sa vie intérieure à ses membres, mais justement pour cette raison, il ne possède pas de force transformatrice au niveau où nous aimerions placer l'évolution. La causalité intervient au niveau auquel s'adresse l'interprétation profonde, c'est-à-dire qu'elle va de noyau à noyau. Or, concernant ce processus, Panofsky, je pense, n'avait pas grand-chose à dire, comme s'il avait été assez convaincu par son schématisme des changements catastrophiques, pour admettre que sa théorie n'en était qu'un nouvel exemple, une manière de lire le monde dépourvu de base objective, en sorte que tout espoir d'explication serait vain. Toute explication ancrerait les formes symboliques dans la réalité, ce qui extrairait aussi le dard du relativisme de la philosophie de Foucault, chose que je suppose je n'aurais pas tolérée. Si on est désireux de nier l'existence de tout fondement solide, on ne sera pas désireux de trouver un endroit où se tenir. Mais si la théorie de l'équilibre à ponctuation peut à la fois exemplifier
la manière dont nous voyons le monde et être vrai, on peut fort bien mettre l'accent sur toutes les différences que Foucault nous a révélées et puis chercher néanmoins une explication. Dans le cas de l'art, il s'agirait d'une Kunstwissenschaft, une science de l'art plutôt que d'une Kunstgeschichte, une histoire de l'art, d'une théorie de l'art plutôt que d'une phénoménologie des changements stylistiques. Kunstgeschichte. Et à l'exception du marxisme, il n'y a peu de candidats pour remplir ce rôle. Mais un des dogmes du matérialisme historique était précisément que l'art fait partie de la superstructure plutôt que de la base du changement historique profond, et qu'en lui-même il ne saurait donc avoir aucune force transformatrice au niveau profond. Il existe un troisième modèle historique qui incorpore certains traits des deux autres. Il a été proposé par Hegel et j'ai essayé de le justifier d'une certaine manière dans La fin de l'art. Il s'agit d'une sorte de modèle cognitif dans lequel ce qui est caractéristique de l'idéalisme hegelien, les causalités de l'histoire, relèvent en fait de la pensée qu'il a interprétée de manière romantique comme un processus d'enquête et d'investigation plutôt que de manière classique, comme la répétition de formes logiques éternelles. Hegel voyait l'histoire essentiellement comme l'effort de compréhension de ses propres processus, un effet inconscient pour percer jusqu'à la conscience d'elle-même. En fait, il considérait que le but poursuivi par l'histoire résidait dans le développement de sa propre philosophie et il la congratulait d'avoir atteint ce but dans son œuvre à lui. Hegel, comme si l'histoire avait réellement trouvé son accomplissement en lui. Ce qui est frappant chez Hegel, c'est que l'art, non pas toujours, mais à un stade précis, joue un rôle transformateur central dans ce processus. À ce moment-là, il abandonne son rôle passif de forme symbolique, se bornant à refléter une étape de la pensée qui, elle, se réalise à un autre niveau. Il devient lui-même une force dans l'histoire. Aussi bizarre à tous les égards possibles que soit la théorie hegelienne, il n'en reste pas moins qu'elle implique une inversion dans la direction de la causalité. Ce qui est épiphénoménal et passif devient causal et actif, comme lorsque Rosenkranz et Guildenstern deviennent les pivots d'une histoire dans laquelle il n'avait été jusque-là que des participants très distants. Si cette vision hegelienne correspondait à la réalité, elle ne légitimerait certes pas la thèse de Mendel dans sa forme générale. L'art n'aurait pas été le moyen essentiel de toute l'évolution humaine, mais il aurait été ce moyen à un certain moment historique. Bien entendu, rien de tout cela ne se passe au niveau génétique, mais plutôt au niveau de la pensée. À travers son propre développement interne, l'art atteint une phase où il contribue au développement interne de la pensée humaine, qui cherche à atteindre une compréhension de sa propre essence historique. Lorsque cela a lieu, on ne peut plus penser l'art comme avant. En même temps, il devient impossible de le pratiquer comme avant, ce qui est une des choses auxquelles je pensais en mettant en avant l'idée de la fin de l'art. L'art est arrivé à un terme, parce que nous ne saurions plus le penser dans les mêmes termes qu'auparavant. Une transformation conceptuelle profonde comme celle-là provoque précisément un passage à une autre phase évolutive. Contrairement à la perception, la pensée n'est pas modulaire, et l'art a provoqué une transformation de la pensée. Mon idée est que cette transformation profonde a lieu avec le passage historique vers l'art moderne, en gros vers le tournant de ce siècle. L'expression art moderne n'est pas un indicateur de temporalité dont chaque occurrence se référerait au moment actuellement présent. C'est ce que montre le fait que c'en est fini de l'art moderne, sauf pastiche, et que le moment actuel est celui de l'art post-moderne. L'expression art moderne se réfère au contraire à une période stylistique comme le maniérisme ou le baroque, mais le passage vers la période moderne n'est pas seulement un passage de plus vers une nouvelle période, il s'agit du passage vers un nouveau type de période. Il marque une sorte de crise. Dans la merveilleuse ontologie sartrienne, il existe un moment où le pour soi, comme il appelle, qui jusque-là avait été invisible à lui-même, un pur néant, devient de manière abrupte un objet pour lui-même, ce qui le fait entrer dans une nouvelle phase de son être. De manière moins dramatique, dans l'histoire de chacun d'entre nous, il y a une étape où nous devenons des objets pour nous-mêmes, où nous nous rendons compte que nous possédons une identité qu'il nous faut interroger, où nous nous voyons nous-mêmes au lieu de nous borner à voir le monde.
mais nous nous rendons compte aussi que prendre conscience de nous-mêmes comme objet n'est pas la même chose que prendre conscience d'un autre objet. Il s'agit d'un nouveau genre d'objet de tout un ensemble de relations nouvelles, amenant une redéfinition de la totalité des relations et objets antérieurs. C'est en ce sens, ou à un sens apparenté, que dans le cadre de l'art moderne, l'art est devenu un objet pour lui-même. Soit dit en passant, je suis impressionné par le fait que le passage du premier au deuxième modèle de l'histoire de l'art coïncide historiquement avec le passage de l'art prémoderne à l'art moderne. Voici en gros le récit philosophique de cette évolution. Supposons qu'à partir de Giotto jusqu'à en gros la fin du XIXe siècle, il y eut un progrès graduel dans la conquête des apparences visuelles. Dans la production de l'illusion, étant entendu que ce processus était marqué par un certain nombre de ponctuations et par de longues périodes d'équilibre. Même l'impressionnisme fait partie de cette histoire dans la mesure où les impressionnistes ont fait des découvertes concernant la couleur des ombres, la nature de la couleur ou encore la manière dont les taches se font dans des formes lorsqu'au lieu de les voir de près, on les regarde de loin. Néanmoins, ce programme possédait certaines limites inhérentes et j'ai soutenu que l'invention de la technique cinématographique montrait que ces limites ne pouvaient pas être dépassées à l'intérieur des possibilités standards de la peinture et de la sculpture. À partir de là, le progrès devait passer entre les mains d'un médium entièrement nouveau qui, justement, parce qu'il était capable de montrer le mouvement, était aussi à même de donner une meilleure représentation du récit que la peinture ne pouvait jamais espérer le faire. La peinture présupposait en général que ses observateurs connaissaient déjà les récits bibliques classiques ou shakespeariens qu'elle représentait, mais raconter de nouvelles histoires était une autre paire de manches et exigeait en tout cas une intense collaboration de la part du public. Les films, en revanche, pouvaient s'adresser directement au centre narratif du cerveau du spectateur. Même des publics très frustes, voire analphabètes, pouvaient comprendre les histoires qu'on leur montrait. Il a souvent été remarqué que le niveau intellectuel des films était extrêmement primitif, au moment même où celui de l'art était très élevé. Au moment même où s'élaborait le cubisme, les films montraient des gens s'abîmant dans des flaques d'eau ou recevant des tartes à la crème en plein visage. Ce fait s'expliquait facilement si, comme je le crois, la peinture et la sculpture prirent conscience du fait que pour continuer à exister, elles devaient définir leur nature. C'est à cette crise que je me réfère. La peinture et la sculpture, comme forme d'art, deviennent des objets pour elles-mêmes, de sorte que l'évolution ultérieure de l'art ne pouvait avoir lieu qu'au niveau de la philosophie. L'art moderne et de la philosophie, s'accomplissant dans un médium qui jusque-là avait été considéré comme aussi transparent que la conscience était supposé l'être dans les théories traditionnelles de l'esprit. Se référant à l'entendement, Locke s'était servi un jour d'une formulation merveilleuse, disant qu'il était comme l'œil qui nous faisait voir et percevoir toutes les autres choses, ne tient aucun compte de lui-même, et il faut de l'art et de la patience pour le mettre à distance et faire de lui son propre objet. La peinture, de même, nous fit voir et percevoir toutes choses à l'intérieur de ses propres limites, mais une fois qu'on eut perçu ces limites elles-mêmes, l'art devint son propre objet dans un mouvement philosophique qui récapitule presque exactement le moment que Hegel appelle le savoir absolu, où le gouffre entre le sujet et l'objet est surmonté. Bien entendu, le cinéma lui aussi devint conscient de lui-même, surtout dans l'œuvre de Vertov, mais ceci résulta d'une application philosophique et n'eut pas lieu en vertu d'une nécessité interne. Je considère l'iconologie selon Panofsky comme une réponse au niveau théorique à cette crise. Si la réalité de l'art permit à Panofsky de prendre conscience du fait que l'illusion optique n'était pas essentielle à la peinture, ce fut uniquement parce que l'art lui-même devait se séparer de cette idée pour avoir un avenir. Il devait insister sur le fait qu'il n'était représentationnel que de manière contingente, car dans le cas contraire, il était vaincu par le cinéma. C'est pour cela que Panofsky insiste sur le fait que la perspective est moins un progrès représentationnel qu'une façon d'ordonner le monde, ni meilleur ni pire que n'importe quel autre. D'autres en conclurent qu'il n'existe aucun progrès et que tout se ramène au relativisme des formes symboliques, l'art de X, de Y, de Z, que nous trouvons exposés côte à côte dans les allées et galeries pluralistes de nos musées. Mais en réalité, il y eut un progrès, et un progrès brillant, celui menant de l'art à la philosophie, que Hegel avait décrit avec tant de force dans des stupéfiantes conférences sur les beaux-arts. Ce fut un progrès dans l'ordre de la connaissance qui passa à un autre niveau pour devenir son propre objet.
Le premier art moderniste obligeait ceux qui le pratiquaient à trouver leur propre chemin, de sorte que chaque œuvre et chaque mouvement était une sorte de théorie en action. D'après moi, il y eut deux déplacements principaux. Le premier consista à nier que l'essence de l'art eût quoi que ce soit à voir avec la représentation, ce qui mena inévitablement en quelques années à l'art abstrait et à l'esthétique formaliste, qui reste un trait si central du modernisme. L'autre déplacement, qu'il aurait été difficile de distinguer de l'abstraction par une simple considération des surfaces des œuvres, maintient le critère de la représentationnalité, mais insista sur le fait que l'art avait pour tâche de représenter une réalité plus élevée que la réalité optique. Cela revenait à relier l'art au mépris ancien pour l'essence, partie intégrante du fatidique syndrome platonicien typique de la civilisation occidentale, mais aussi à toutes sortes de réalités nouvelles, par exemple la quatrième dimension et tous les phénomènes occultes qui obsédèrent les modernistes à cette époque. Relier l'art à une réalité située au-delà de celle que le cinéma, enfermé dans le domaine de la physiologie, de la détection du mouvement, pouvait montrer et revenait à couper l'herbe sous le pied de l'oppresseur grâce à une brillante manœuvre tournante. Les cubistes se situent quelque part entre les deux déplacements, certains des représentants mineurs du mouvement ayant entretenu manifestement des aspirations occultistes. Je pense qu'on ne saurait surestimer à quel point les modernistes étaient possédés par ce sentiment de l'existence de réalités supérieures vers lesquelles la peinture pouvait être une sorte de pont. De ce fait, la peinture devint une activité douée d'une grande force transformatrice. Il suffit de penser à la mission dévolue à l'art dans l'essai de Kandinsky sur le spirituel dans l'art. Le produit artistique principal de l'époque fut, me semble-t-il, le manifeste. Et si je peux me permettre, par une conjecture de mordre la main qui me nourrit, la thèse selon laquelle l'art est un moyen, voire le moyen de l'évolution future de l'humanité, appartient à cette étape de la pensée. À cette époque, l'idée que l'art révélait une réalité supérieure et qu'en nous y adaptant, nous deviendrions plus nobles et plus riches en spiritualité, possédait une force irrésistible. Même lorsqu'il limitait son investissement libidinal à la réalité perceptive, l'illusionnisme était rejeté par les premiers modernistes en quête de leur autodéfinition, et bien sûr, la perspective était la première chose qu'il s'agissait d'abandonner. Son absence dans les œuvres de Van Gogh et de Rousseau faisait qu'il était difficile de les saisir, jusqu'à ce qu'on eût compris ce que signifiait son absence. Je pense qu'avant qu'elle n'eût été abandonnée par les artistes, Panofsky n'aurait pas pu concevoir qu'elle n'était qu'une forme symbolique, car en un sens son absence ou sa distorsion était elle-même devenue une forme symbolique marquée, aboutissant à l'idée inéluctable que la manière dont l'artiste ordonne le monde repose en grande partie entre ses mains. En résumé, les structures du deuxième modèle de l'histoire de l'art ne devenaient visibles qu'avec l'abandon du premier. Et nous vivons actuellement avec les conséquences de ce modèle sous la forme de divers pluralismes qui ne caractérisent pas seulement les projets artistiques mais définissent la culture contemporaine ou post-moderniste dans les domaines de la morale, de la politique, des théories de l'histoire et même de la science, si nous acceptons les plus radicales des philosophies de la science qui ont cours aujourd'hui. Nous sommes entrés dans un pays de cocagne intellectuelle où, comme dirait Hegel, tout le monde est libre. Cette licence ne me semble nulle part plus évidente que dans la pratique critique, où nous avons cruellement besoin de traiter l'expression « faire de la critique » comme un double de « faire de l'art ». Un important théoricien a créé naguère un scandale en suggérant que la vraie créativité se trouvait dans la critique, et que d'une certaine manière l'art existait afin de rendre la critique possible. Mais en réalité, la distinction entre l'art et la critique s'estompe lorsque le critique est libre de dire n'importe quoi, ce qui semble être le cas d'une si grande part de la critique actuelle. Pourtant, il s'agit là seulement d'une des frontières abolies dans le postmodernisme. D'autres exemples sont les frontières entre l'artiste et le marchand et le critique, la galerie et la rue, sans parler des anciennes distinctions génériques entre les arts. Nous sommes entrés dans une époque de l'art où la liberté est si absolue que l'art ne semble être qu'un nom pour le jeu infini avec son propre concept, comme si la prophétie schellingienne d'un état final de l'histoire comme océan poétique universel s'était réalisée. L'activité artistique est sa propre fin aux deux sens du mot, la fin de l'art et la fin de l'art. Il n'y a plus d'autre endroit où aller.
Il faudrait dire plutôt qu'il n'y a plus d'autre endroit pour l'art lui-même dont l'avenir se réduit à une unique et infinie biennale Whitney. Mais une chose est de jouer avec un concept, une autre est de l'analyser. Ce que l'art a accompli en nous amenant à ce stade ultime de la compréhension a été de démontrer que les cas qui tombent sous son concept sont si divers qu'on commettrait une erreur profonde en identifiant l'art à l'un quelconque parmi eux. Ayant atteint le point où il peut être n'importe quoi, l'art a terminé sa mission conceptuelle. Il nous a amenés à un stade de la pensée qui est situé pour l'essentiel hors de l'histoire, où nous pouvons enfin envisager la possibilité d'une définition universelle de l'art et justifier ainsi ce qui a été de tout temps l'aspiration de la philosophie, à savoir établir une définition qui ne risquerait pas d'être renversée par l'histoire. Le pluralisme et le relativisme sont des philosophies qui trouvent leur impulsion dans le nombre vertigineux des cas. Une définition universelle de l'art, une théorie close doit permettre à la classe des cas d'être une classe ouverte, et elle doit expliquer ce caractère ouvert comme une de ses conséquences. Le postmodernisme célèbre le caractère ouvert de l'art. La fin du postmodernisme réside dans son explication. Pour un avenir indéfini, l'art sera activité artistique post-historique. Attendre la venue d'une autre histoire pour l'art serait incompatible avec ce que nous avons compris de son histoire. L'histoire à venir incombera à la philosophie, et contrairement à l'art, la philosophie n'aura pas de phase post-historique, car lorsque la vérité est trouvée, il ne reste plus rien d'autre à faire. Philosopher sans fin serait la perspective la plus lugubre qu'on pourrait envisager, ce qui est un argument contre l'identification de la philosophie à l'art et montre que le pluralisme est une mauvaise philosophie de la philosophie. Mon but a été de montrer comment, au debout de son évolution, l'art a été un chemin menant à la philosophie, mais surtout dans son étape ultime, où à travers sa transformation en son propre objet, il a transformé toute la culture et ainsi rendu possible une philosophie ultime. Il a servi comme un outil évolutif de la plus haute espèce. Si on me demandait quels artistes nous devrions procréer, je répondrais ceux qui possèdent ce vif sens du jeu qui est nécessaire à la survie dans le monde de l'art actuel. Une question plus importante est de savoir quel philosophe il faut procréer, et ma réponse est qu'il faut choisir ceux qui pourront nous donner la philosophie que l'art a préparée pour nous. Je ne suis que leur prophète.